Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu en retard, je suis désolé les amis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et on se retrouve avec la suite et la fin de l'interview de Yuli, donc d'Ivan West Laurence, rédacteur en chef et créateur d'Animeland. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier ceci. À bientôt les amis. Donc on va enchaîner avec la suite. Donc du coup, je suppose que tu dois avoir d'autres projets à venir. Et est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Bah alors déjà, il y a ce livre Big Bang Anime qui vient de sortir chez Omake Books, qui me permet d'asseoir un petit peu mon sentiment, mais surtout mon expérience et les belles rencontres que j'ai fait sur presque 25 ans pour le partager avec tout le monde et faire en sorte que ça soit écrit noir sur blanc, quoi, avant que ce soit perdu, avant aussi que certaines personnes ne tirent la couverture à eux et prétendent avoir tout inventé, y compris l'eau chaude, Hmm. pour ce qu'on consomme actuellement en France. Ça me semblait important et actuellement je suis en pleine période de promotion et de dédicace pour ceux que ça intéresse dans différents événements. Là je viens de partir de TGS et j'espère en 2014 pouvoir être présent dans des événements comme Migen Collector, Paris Manga et un peu plus loin que ça, bien évidemment des trucs en province ou à Paris qui voudront bien m'accueillir. Donc je les ai plutôt trop en tête, mais bon, ça, pour ceux que ça intéresse, il y a une page Big Bang Anime qui est consacrée sur Facebook où on met les informations au fur et à mesure. Mis à part cela, bah, je continue à proposer mes services à des bibliothèques et des médiathèques pour les conseiller, mais surtout les ouvrir sur ce qu'est le manga et l'animation japonaise. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi aussi, qui me permettent de bosser, mais pas seulement. C'est former finalement des professionnels, des bibliothécaires qui vont eux-mêmes du coup être à même de conseiller au mieux les personnes qui vont vers eux, quoi que ce soit des jeunes ou non. Donc ça, c'est très important pour moi. Sinon, bah, dans la région que j'habite actuellement, de Haute-Garonne, j'ai un super cinéma qui est à Saint-Gaudens, qui veut proposer des dessins animés, et j'allais dire des dessins animés de qualité, mais en tout cas bon, des dessins animés qu'ils connaîtraient ou qu'ils ne connaissent pas. Et ils ont eu la gentillesse de me demander de les aider à choisir les titres en question et même de les présenter. Donc, je vais reprendre aussi, comment dirais-je, un peu de boulot autour de la présentation d'œuvres d'animation de tous les pays au cinéma. Et puis, je vais aussi accompagner un groupe musical qui s'est composé, qui s'est créé autour du Toulouse Game Show il y a 2 ans, je crois, qui est donc de Toulouse et qui s'appelle les Necolite Orchestra. Et ils m'ont fait la gentillesse aussi de me demander de les aider à faire une tournée, de participer à une tournée avec leur groupe. Et eux-mêmes ont d'ailleurs décroché un contrat avec Disney pour proposer une réorchestration en live des musiques de Joe Hisaishi et des films de Miyazaki. Donc ça c'est super bien. Je vais certainement les accompagner, je pense, pour certaines tournées, pour certaines avant-premières dans toute la France. Ça pourrait être sympa. Hmm. Mais dans un premier temps, il y a des choses à faire qu'ils m'ont proposé dans un autre domaine, mais toujours en les accompagnant. Que dire de plus? Bah, je vais continuer à participer autant que faire se peut à un site de mes amis qui s'appelle Unification France, où je propose régulièrement, quand je peux, des articles autour de chroniques de sorties cinéma ou vidéo ou même de bouquins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait, bah, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà énorme quand même. Et- mais pour revenir sur les maquettes, il se trouve qu'actuellement, bah, j'ai un beau projet auquel va participer notre ami Zenkuro, si ça lui tient toujours à cœur, que l'on va lancer avec nos amis d'Annigator qui seront présents comme d'habitude au Japan Expo en 2014, début juillet 2014. Il y aura 5 jours cette année, ça va vraiment te le faire, mais bon, on va essayer de tenir. Ça débute en plus non pas le 4 juillet, mais le 2. Mais quoi qu'il en soit, donc sur le stand Annigator cette année, enfin l'année 2014, j'ai proposé à l'occasion de la sortie du dernier Miyazaki, donc qui s'appelle Le vent se lève, de faire une exposition avec des maquettes et des papercraft issus de non seulement Miyazaki, mais aussi des films de Ghibli.
Et donc, on devrait avoir tout un coin consacré uniquement à Ghibli sur le stand Annigator. Et il y aura de belles surprises. Zenkuro est en train de nous préparer un diorama avec le Savoia de Hmm. Porco Rosso dans sa crique. Moi, j'ai plusieurs maquettes du château de Cagliostro à proposer. Une qui est déjà faite depuis des années avec la Fiat 500, mais j'en ai une autre en préparation avec la deux chevaux de Clarisse. Et Clarisse et Lupin qui sont suspendus dans le vide tel qu'on le voit dans le film. Il y a beaucoup d'autres maquettes qui vont être proposées, j'imagine, autour de Nausicaa, de La Piuta. J'ai notre ami Doikim qui va certainement revenir avec ses maquettes faites main et avec rien autour de Arrietty, Pogno, le château ambulant, j'en passe et des meilleurs. Enfin bref, on va proposer autant de choses que faire se peut autour de Ghibli et fêter finalement la sortie en France le 22 janvier prochain du dernier film de Miyazaki et proposer aux gens de redécouvrir un petit peu ce que c'est que Studio et les différents films qui sont sortis depuis 1986, puisque le studio Ghibli date de 1985 et que Nausicaa a été fait avant. Mais bon, donc on va proposer énormément de choses à ce niveau-là. Et puis bah, sinon, je continue à faire mes initiations de montage de maquettes, puisque depuis 99, je propose avec l'aide de Bandai le montage de maquettes Gundam gratuitement pour ceux qui veulent dans des conventions et des salons. Les maquettes, malheureusement, ne sont plus disponibles. Et donc, depuis quelques temps, avec l'aide de Revel, je propose aussi des initiations de montage de maquettes Star Wars cette fois-ci. Ça a été fait à Geekopolis en mai dernier, par exemple, et en février prochain à Migen Collector, si je trouve le moyen d'y aller. Normalement, il y aura donc initiation de montage de maquettes Star Wars Revel à Migen Collector. Et bah, je ferai profiter là aussi de mon expérience pour que des gens découvrent que fabriquer et monter ces maquettes, sachant qu'elles sont déjà prépeintes et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, voire aucun, c'est quand même assez facile et surtout super rapide. Oui, voilà, ça rejoint une association que tu dois sûrement connaître qui est l'AEUG, donc oui, c'est ça, AEUG, l'association pour l'essor de l'univers Gundam, Mhm. qui propose cette découverte dans des conventions, des petits salons, des petits événements un peu partout en France dès qu'ils peuvent. Et donc je mettrai un lien pour que vous alliez voir ça. Et c'est vrai que eux, c'est pareil, ils proposent un peu cette initiation. Donc, alors, après ces petits soucis techniques, nous revoilà. Et je vais te parler donc de l'AEUG, donc l'association pour l'essor de l'univers Gundam, qui, comme toi, donc propose des petits ateliers de découverte Gunpla, avec initiation au montage et à la réalisation de kits Gundam, Avec une petite différence, je crois, mais nécessaire pour eux, je crois que c'est payant. Oui, voilà, il me semble qu'ils proposent les kits, mais les kits sont pas gratuits, il faut les payer, mais ça reste raisonnable. En plus, je crois qu'ils proposent essentiellement des first grade et des high grade, il me semble. Et donc ça reste très abordable. Donc on a vu les projets que tu avais prévu de réaliser, qui sont donc quand même nombreux. Et du coup, pour terminer, ben, est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour les gens qui nous regardent, qui me suivent, si tu as quelque chose à leur dire, des conseils, n'importe quoi, ce que tu veux. Eh bien, que dire si ce n'est que je suis extrêmement fier de voir qu'en France, non seulement le manga et l'animation japonaise ait pu perdurer et se développer, mais qu'en plus, il y a quand même encore quelques personnes qui s'intéressent aux maquettes et pas seulement au Gundam. C'est quand même quelque chose qui me tient à cœur parce que contrairement au manga et à l'animation japonaise, la maquette est vraiment mourante, pour ne pas dire est complètement morte dans le domaine des activités pour les plus jeunes en France. C'est devenu une activité de vieux, comme l'était devenu le modélisme ferroviaire, par exemple, et c'est bien dommage. D'autant que, bah, comme on le remarquera, bah, les maquettes, notamment Gundam ou les maquettes japonaises, tout simplement, bah, elles ne pullulent plus dans les boutiques spécialisées, elles n'ont plus la place. De toute façon, elles ne se vendent pas. Même dans les conventions et les salons, il y a quand même très peu de stands qui proposent des maquettes. Sur un lieu aussi énorme que Japan Expo ou Toulouse Game Show, on peut compter peut-être un ou deux stands qui proposent des maquettes, et Hmm. pas toujours à de très bons prix. Ouais, Euh, TGS, il y en avait qu'une seule cette année.
L'an dernier, il y en avait deux. Et cette année, ouais, vraiment, il n'y en avait qu'une seule. Et d'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo, il n'était pas super grand, le rayon Gundam, si on peut appeler ça comme ça, et avec des prix qui pouvait vraiment être très élevé pour une figurine. C'est-à-dire que par exemple le Sinanju Stein en Master Grade était à 99 euros, ce qui est quand même assez élevé, même s'il y a une marge à faire dessus, c'est quand même assez élevé. Mais on peut trouver quelques kits, on va dire raisonnables, comme des Real Grade à 38 euros. Voilà. Voilà, mais bon, donc le fait est que cette activité-là, elle existe quand même encore, alors qu'elle était bien plus développée il y a 20 ans, Mm. étrangement. C'est-à-dire que, mais cela dit, c'est un parallèle à faire aussi avec les maquettes de l'univers réel. Il y a un édito dans le dernier Wingmaster de mes amis d'Histoire et Collection qui revient sur cet aspect des choses aussi, c'est-à-dire que bizarrement, l'activité des maquettistes est limitée désormais en 2013. Mais à contrario, on a une offre de maquettes, de nombre de maquettes supérieures et surtout en termes de qualité supérieure. C'est assez amusant, c'est-à-dire qu'en fait, on avait beaucoup plus de maquettistes au moment où c'était plus difficile à faire, alors que maintenant, littéralement, comme diraient certains anciens, il suffit de remuer la boîte et de l'ouvrir et puis la maquette est faite. C'est parfois même le cas, par exemple pour des maquettes que je conseille issues du film Planes, qui est donc ce spin-off de Cars. Des maquettes d'ailleurs assez étrangement pour un univers créé par Disney et Pixar. Ce sont des maquettes russes de la société Zvezda qui se montrent quasiment toutes seules. Donc c'est pour moi une grande fierté de continuer non seulement à découvrir des choses dans cet univers qui est la maquette qui me tient beaucoup à cœur, mais aussi de continuer à essayer de convertir des gens à cette activité-là. Et je ferai autant que faire se peut des conventions et des salons pour montrer ce genre de choses, même si de l'aveu même de certaines personnes qui m'accompagnent dans des conventions et des salons plutôt autour de l'animation et du manga, cette activité-là leur semble quand même bien étrange. Et je passe encore une fois pour un fou et pas un demeuré, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a Oui. quelques années, je serais passé pour un demeuré, mais les gens me prennent vraiment pour quelqu'un de très spécial et de très particulier pour avoir ce genre d'activité. Et Mais ils ont bien tort, moi je trouve. je pense qu'il, bon, chacun son avis, mais moi ce que je vois, c'est que quand je montre mes maquettes, et notamment j'ai monté récemment le Rancor, qui est le monstre du retour du Jedi, J'ai vu ça sur le forum, qui est voilà. magnifique d'ailleurs. Et ça a fait baver, sans mauvais jeu de mots, certains jeunes du village, alors que les parents étaient atterrés par bah, justement la qualité de ce monstre. Et ce sont des jeunes qui ne connaissent que Warhammer 40 000 et des trucs issus du Seigneur des Anneaux. C'est leur génération à eux, quoi. Ils ont à Hmm. peine 12 ans. Et ces jeunes gens-là, bah, je vais me faire un plaisir de leur faire découvrir qu'il est possible de continuer dans ce hobby et de faire des choses simplement avec du matériel issu bah, de la cuisine, de la salle de bain, du bricolage. Tout à fait, ouais. Et que la bave que j'ai fait, par exemple, pour le Rancor, qui les a Hmm. tant impressionnés, est fait tout simplement avec de la colle blanche et du poil de chat. Oui, j'ai été bluffé d'ailleurs. Quand tu l'as expliqué sur le forum, j'ai été assez bluffé. J'ai fait ah, mais là, c'est vraiment excellent quoi. Avec des petits trucs de rien du tout qui traînent par-ci par-là, donner ce rendu-là, c'est quand même assez exceptionnel. C'est, comme je le dis souvent, pauvreté et mère d'inventivité. Hmm. Et on ne se rend pas compte des fois que utiliser du matériel pro, certes, dédié pour, par exemple, faire de l'eau, faire des flaques, etc., ça semble très très bien, c'est même fait pour, mais parfois avec du matériel de base comme l'est de la colle blanche, donc de la colle à bois, il est tout à fait possible de faire des effets pour de l'eau, des effets humides et là de la bave, puisque la colle blanche a la particularité en séchant de devenir sinon transparente, sinon semi-transparente. Et pour la faire tenir, quoi de mieux qu'un fil et un fil fin, bah, quoi de mieux qu'un poil, et tant qu'à faire, un poil de chat. Parce que si j'avais dit que ça avait été fait avec un de mes poils à moi, ça aurait été quand même. Non, j'ai vraiment, en fait, ça m'est venu automatiquement, et voilà. Et je pense que une des particularités de mon activité, c'est de montrer aux gens que parfois, c'est pas nécessaire de se compliquer la vie
pour obtenir un résultat sympa. Et par exemple, je répète continuellement sur Hobby Forever que l'aérographe n'est pas un outil magique et qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir un pour faire des choses formidables. J'arrive à faire des vaisseaux spatiaux et des mechas assez sympathiques aussi. Le Rancor a été fait entièrement au pinceau. Il n'y a pas nécessité d'avoir des choses qui coûtent extrêmement cher pour faire des choses Ouais, tout formidables. à fait. Bah écoute, moi j'ai commencé à la bombe de peinture et ouais, je trouve quand même que mes premières réalisations ne sont pas trop mal pour de la bombe de peinture, puisque le seul que j'ai fait à l'aérographe est assez proche au final de ceux que j'ai peint à la bombe, donc au niveau du rendu. Donc, Du moment qu'on n'exagère pas sur les outils en question et notamment la peinture, hmm, en y allant étape par étape, couche par couche, euh, tout est possible et tout est réalisable. Voilà. Donc, d'accord. s'il y a une chose à garder en tête avec l'univers de la maquette, c'est que la seule limite pour chacun, c'est l'imagination. Et il faut bien comprendre que ce qu'on fait tous, quel que soit notre niveau, c'est forcément original. Et surtout, à chaque fois qu'on peut comparer une maquette de quelqu'un avec une autre qui est pourtant le même modèle de base, s'il est modifié et s'il est peint de manière différente, ça se voit. On y met notre empreinte, on y met, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il n'est pas question de mettre ses doigts sur la peinture fraîche. Ah non. Mais donc, on a tous cette touche un peu particulière qui fait que quand on regarde certaines maquettes, on reconnaît immédiatement la personne qui l'a fait. Tout comme quelqu'un qui est habitué au méca design de telle ou telle personne, on reconnaîtra immédiatement le trait, le petit détail qui prouve que c'est fait par Mamoru Nagano, par l'autre là qui fait du Gundam aussi. Hajime Katoki. Voilà, si on voit tout de suite que c'est du Katoki, etc. Bah, c'est pareil avec les maquettes, on voit tout de suite qui a fait quoi, ou quand, comment, avec quelle méthode. Et ce qui est passionnant avec les forums, c'est de voir comment on passe de la maquette de base de commerce, qui est très jolie, mais comme tu disais tout à l'heure, sortie d'usine, Hmm, qui est très jolie, hein, ça peut avoir son intérêt, mais pour moi ça ressemble trop à du jouet. voilà, c'est ça. Et la mettre en condition, ne serait-ce que mettre la bonne pose, ça c'est aussi très Hmm. important. Souvent, on a des poses qui ressemblent à rien. C'est aussi tout un art, il faut savoir le développer. Et c'est donner vie à la maquette, c'est la mettre en situation aussi éventuellement avec un diorama, ce qui n'est absolument pas non plus une obligation, mais ça peut contribuer à mettre une petite histoire en place. Et on est supposé aussi faire de la maquette statique. J'allais dire malheureusement, mais bon, on ne fait pas aussi de la radiocommande. On pourrait y arriver, mais bon, voilà. Donc, Hmm. le tout, c'est qu'avec une maquette, on raconte une histoire, on raconte quelque chose. C'est un instantané d'un instant T, souvent d'action. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant et c'est ça qu'il faut développer autant que faire se peut et faire rêver la personne qui regarde. Voilà, rien n'est plus sympathique que de voir quelqu'un qui va se mettre à étudier une maquette, non seulement pour voir comment elle est faite, mais aussi pour rêver. Voilà, on ouvre en fait, tu le disais en début d'émission, l'esprit des gens en fait en montrant un objet qui existe par rapport à un univers et une bestiole ou un méca qui n'existe pas au départ. Hmm. Et ça, faut garder vraiment en tête que c'est formidable. C'est une porte ouverte sur un monde fictif et il faut continuer à ouvrir ces portes pour que les personnes soient, comment dirais-je, un petit peu plus capables de voir le monde différemment. Oui, c'est conservé, ça part d'enfance en fait au final, je dirais. Bah, moi perso, je sais que quand je réalise un Gundam, c'est vraiment, c'est ça quoi. J'ai l'impression de me retrouver gamin. Bon, à l'époque, c'était pas les Gundam. Quand j'étais vraiment tout gamin, c'était les Chevaliers du Zodiac, puisque c'est vraiment le manga qui a bercé mon enfance. Donc Et ben heureusement que tu n'as pas Senseiya. commencé avec les maquettes de ce truc-là. Non, quand j'étais petit, c'était pas les maquettes, c'était vraiment les jouets, quoi, les figurines, donc que t'achetais dans les boîtes jaunes. Enfin, elles étaient sur fond jaune avec la figurine et t'avais vraiment la boîte rectangulaire avec le clapet par-dessus qui s'ouvrait et tu Qui levais est une cette. invention française. Les D'accord. premières boîtes qui étaient distribuées en France en 87-88 étaient les boîtes japonaises et il fallait ouvrir la boîte pour découvrir le polystyrène avec la figurine et les Voilà, c'est pièces ça. d'armure dedans. Et comme ça ne se vendait pas et que les gens abîmaient les boîtes et qu'il y avait beaucoup de pertes, Bandai France, en tout cas Bandai Europe, a inventé ce clapet ouvrant qui fait que la boîte française européenne est plus grande que la boîte japonaise
Et du coup, les gens pouvaient découvrir sous un volet et Un blister, un ouais. blister transparent, Mm. voir l'objet, voir qu'effectivement il y avait du métal, voir quelle était la taille de la figurine, etc. Les ventes ont immédiatement décollé. Voilà, alors moi petit j'ai été bercé par ça justement. J'en ai eu quelques-uns quand j'étais petit, c'est revenu avec les Miss Claus après. Et c'est vrai que du coup maintenant quand je commande un Gundam, que je le reçois, je suis tout excité comme le petit enfant que j'étais à l'époque devant les rayons de jouets, parce qu'à l'époque les Senseiya se trouvaient donc dans les magasins de jouets. Et je retrouve cette part d'enfance qui ressurgit, le plaisir d'avoir ce Gundam. Ce que vous ne voyez pas quand je fais mes vidéos, c'est-à-dire quand quand je reçois le paquet, je l'ouvre pas. Vous avez vu que j'ouvre toujours dans ma vidéo, j'ouvre mon paquet devant vous. Mais je peux vous garantir qu'une fois que j'ai ouvert le paquet, que j'ai fini la vidéo, le premier truc que je fais, c'est je jette le téléphone, je me rue sur la boîte, je l'ouvre et je bave devant mon nouveau kit qui vient d'arriver, je saute partout, je suis super heureux. Et du coup, après, quand je réalise un Gundam, et ben c'est vraiment, je suis content. Bon, même si des fois je m'arrache un peu les cheveux dessus pour réussir vraiment à faire ce que je veux ou à trouver la bonne teinte, une fois qu'il est fini, c'est cette satisfaction d'avoir eu ce sentiment d'excitation comme à l'époque où j'étais petit et de le voir fièrement exposé parmi les autres sur l'étagère et de se dire c'est moi qui l'ai fait, s'il est comme ça maintenant, c'est grâce à mes compétences et à ma patience. Et ça, c'est une satisfaction personnelle que je trouve vraiment excellente. Et vraiment, c'est ça, c'est la part d'enfant qui ressurgit. Il faut savoir, je crois que je pense que tu es d'accord avec moi, hein, il faut savoir garder cette part d'enfance en nous, À, quoi. à une particularité près, que c'est que je me refuse à dire que j'ai une part d'enfance chez moi. Pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à faire vraiment sérieusement de la maquette quand ma petite sœur est née. Et comme je devais m'occuper de ma petite sœur et de mon petit frère, j'ai, pour ma préadolescence, pas vraiment eu le temps de jouer comme le faisaient encore mes camarades jusqu'à ce qu'ils découvrent les joies de la dragouille Hmm. des filles et qu'ils avaient des poils qui commençaient à pousser dans des endroits particuliers. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, contrairement à toi, dans la maquette, ce qui me faisait plaisir, c'était que je pouvais prouver que je fabriquais des objets au lieu de simplement en acheter et en consommer. C'est-à-dire qu'on me regardait bizarrement quand j'achetais du Playmobil parce que j'adorais les Playmo Space. Et le dernier que j'ai acheté avec mes propres sous, c'était en 83 et il venait de sortir des trucs que je trouvais formidables. Mais voilà, je passais pour un débile du coup. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller draguer les filles à 13 ans, j'allais acheter du Playmobil. On me disait que c'était vraiment pas bien. Mhm. Par contre, avec la maquette, on me laissait tranquille. Parce qu'il y avait l'aspect fabrication, montage, peinture. Et puis effectivement, après, bah, ce qu'on présentait, c'était l'équivalent d'une œuvre d'art. Voilà, un de mes oncles était vraiment mais épaté par ce que j'arrivais à faire avec des dioramas ou des maquettes qu'il me confiait à monter. Et il en a été tellement dégoûté qu'il a abandonné la maquette et qu'il m'a D'accord. laissé tous ses outils. Euh, donc j'avais, je dis, de 13-14 ans. D'accord. Donc pour moi, c'est totalement différent, même si j'ai continué à acheter des jouets et que j'ai toujours plaisir à les ouvrir, à les collectionner. C'est plutôt l'aspect licence, l'aspect D'accord, ouais. objet qui du coup existe par rapport à un univers fictif qui n'existe pas. Mais je suis désolé de le dire, mais je ne joue pas avec mes jouets. Ah, moi non plus, hein. Je ne considère pas que c'est une part d'enfance, mais par contre l'aspect réalisation, invention, trouver une solution, bah, on parlait tout à l'heure de bave, c'est à la fois simple et élégant. Et étonner les gens par la simplicité des solutions trouvées, moi je trouve ça revigorant. Voilà. J'ai vraiment plaisir à faire ça. Et c'est vraiment l'aspect bricolage, l'aspect montage et fabriquer de ses mains un univers fictif qui me plaît énormément. Voilà. Alors que D'accord. par contre, pour les jouets, à part les jouets récents, et effectivement comme les Miss Claus, par exemple les Chevaliers Zodiac, que j'ai fini par en avoir beaucoup en les achetant en loose début des années 90 dans les vides-greniers, personne ne s'y intéressait. Mais j'ai toujours trouvé ça super frustrant parce que les figurines, les premières, étaient pas ressemblantes, elles étaient Ouais. articulées de partout, mais Mm. quand on mettait les armures, elles tombaient de partout C'est ça, voilà. aussi. Mm. Elles tenaient pas debout.
Certaines étaient franchement laides. Oui, Euh, oh et oui. comme par hasard, les plus belles étaient celles qui n'étaient pas connues en France et qui étaient inédites en France Hmm, autour de Asgard et de hmm. Poséidon. Bon. Du coup, l'aspect collectionneur joue plus que l'aspect enfant avec des étoiles dans les yeux. D'accord, ouais. Bon, ben Euh, après, c'est chacun sa vision, mais c'est vrai que moi, pour les Miss Close, ça a été vraiment ça. C'est quand ils ont commencé à rééditer en Miss Close, j'étais fou, quoi. J'étais là, c'est les figurines que j'avais quand j'étais petit, mais en mieux faites. Et bon, enfin, Beaucoup mieux voilà. faite, en beaucoup plus grande, Hmm, en beaucoup plus, j'allais dire réaliste. Comme quoi, tu vois, hmm. même moi, je me laisse prendre au jeu. Ils ont même trouvé le moyen de faire des versions 2, des versions 3. Oui, et de carrément tout rééditer, puisqu'ils viennent, enfin, ça fait déjà quelques mois maintenant que c'est sorti, ils ont sorti les Miss Close X, donc qui sont encore plus réalistes, mieux proportionnés et un poil plus grandes que les Miss Close classiques. Ah là là, bah, j'ai. On se demande s'ils vont s'arrêter un jour quand même, hein. Mais Non, bon, non. j'en ai encore acheté aucune de celle-là parce que je les trouve trop chères pour ce que c'est. Et puis bon, maintenant c'est vrai que ça m'a un peu passé Senseiya, je suis plus concentré sur le Gundam, ce qui me fait vraiment vibrer en ce moment, quoi. On peut terminer sur cet aspect-là que j'ai développé au sein de Dixième Planète, d'un magazine qui au début se voulait essentiellement tourner auprès des vieux ou des jeunes adultes qui s'intéressaient à Star Wars. Ça a fini par s'intéresser à absolument tout, y compris des trucs japonais. On observera que dans Dixième Planète, on a vu très spécifiquement se développer deux types de collectionneurs. Les collectionneurs de Star Wars et de Senseiya faisaient partie de cela, sachant que tous les deux avaient ce point commun: les objets vintage, donc d'époque, et les objets modernes ont autant d'intérêt pour les collectionneurs de ces deux licences d'égale manière, c'est-à-dire qu'ils vont se précipiter aussi facilement sur les Mythlos que sur les rééditions ou les vintage, s'ils Oui, en voilà. trouvent. Hmm. Et pour eux, ça aura la même importance dans la vitrine, alors que d'autres, par exemple, verront les objets récents d'une licence pourtant connue avec dédain en disant ça ne vaut pas l'objet que j'avais dans le Ouais, que licence. j'ai connu quand j'étais petit, ouais, je Voilà, vois très bien. alors que c'est pas possible avec Star Wars, les figurines actuelles sont magnifiques, entièrement articulées, alors que les figurines de 77, elles étaient moches. Et c'est exactement pareil avec Senseiya. Les figurines de l'époque, on voulait absolument tous les avoir, mais c'est parce qu'on n'avait que celles-là, mais elles restaient moches. Oui. Et maintenant, elles sont extrêmement chères, alors que maintenant, les Mythlos sont magnifiques, sont entièrement articulées, sont de plus en plus ressemblantes, sinon, Voilà. en tout cas, sinon à l'animé. Hmm. Et on a d'autant plus de fierté à les exposer dans une vitrine. Voilà. Mais l'évolution, elle est certaine, puisque avant, exposer ses collections en tant que jeune adulte, on passait pour des nerds ou des geeks. Hmm. C'est vrai que ça s'est bien généralisé, bien démocratisé quand même, hein. Alors que je connais très peu de jeunes adultes qui n'ont pas, sinon des mangas dans leur bibliothèque, en tout cas des petits jouets qui traînent Hmm. sur un écran d'ordinateur, dans un coin de salon. Il y en a même dans les cuisines des fois. Hmm. Voilà. Et les gens ne se cachent plus. Et ça, c'est tant mieux. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. Bon, mais juste avant de se quitter, ton Mobile Suit ou Gundam préféré? Je préfère dire Mobile Suit, c'est plus général puisqu'il n'y a pas que les Gundam parmi les Mobile Suits, hein. On a les Aku et entre autres et plein d'autres dérivés. Et juste pour finir, vraiment le Mobile Suit qui te fait le plus vibrer, vraiment celui que tu préfères par-dessus tout, quoi. Alors, c'est un peu difficile à choisir parce qu'il y en a tellement qui sont beaux, y compris dans notamment un de mes trucs préférés qui est Gundam Sentinel. Mais il y a beaucoup de séries de Gundam que j'aime beaucoup qui sont 0083 ou encore 08 MS Team. J'aime beaucoup Gundam Seed. Alors je précise bien Seed et non pas Seed Destiny. Destiny m'ennuie particulièrement. Mais il y a un Gundam qui me rappelle mes premiers émois autour de Gundam parce que je ne connaissais pas, que c'est ma première maquette montée de Gundam. C'est tout simplement le Double Zeta Gundam, alors que c'est certainement une des plus mauvaises séries qui ait été faite, en tout cas au début, puisque sur la fin, ça revient sur des choses un petit peu plus dramatiques. Mais le Double Zeta Gundam me rappelle, voilà, jeune maquettiste, 17 ans, découvrant un truc qui n'était pas connu en France et qui ne le sera jamais, puisque Double Zeta Gundam n'est jamais passé en France, de peindre ça à l'énamel, peindre du blanc. Il n'y a rien de plus difficile que de peindre du blanc à l'énamel.
Mhm. C'est une horreur. Et finalement, de bien réussir mon coup avec les premières panel lines, toujours en 1987. Alors, non pas avec des jus, mais avec des Rotring. Pour ceux qui ont connu ces stylos à pointe tubulaire où il fallait mettre de l'encre comme de l'encre de Chine. J'avais fait les panel lines au Rotring et ça passait très très bien. Voilà, bah, c'était le début d'une collection de maquettes Gundam assez impressionnante. Et voilà, j'ai toujours beaucoup d'émotions à revoir cette maquette-là, qui d'ailleurs, au niveau du blanc utilisé en énamel, n'a pas bougé en 25 ans. D'accord, ouais, ça a pas terni, ça s'est pas craquelé, 26 ans. rien, c'est resté Rien. tel quel. Ben, ça c'est bien ça. Voilà. Et je ne vais pas dire qu'elle est comme au premier jour, il y a beaucoup de pièces qui se sont cassées, mais ça reste une maquette très importante à mes yeux, malgré ses défauts et malgré le fait qu'elle date donc des années 80, quoi. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie pour ta disponibilité et ta patience pour cette interview qui aura duré fort longtemps. Presque 2 heures. Voilà. Donc sur ce, ben merci encore. Merci pour la dédicace aussi quand on s'est vu le week-end dernier donc au TGS puisque nous nous sommes rencontrés au TGS. Et je te dis à bientôt. Merci à toi et Euh, puis merci d'être passé au TGS me voir parce que parfois je me sentais un peu seul au milieu eh ben, de tous ces otaku. c'était un plaisir pour moi. Et je me devais de venir te voir puisqu'on se connaît sur le forum, on s'est connus comme ça. Donc je me suis dit c'est un passage obligatoire, tu vois. Et ben, on se retrouve prochainement et puis au plaisir d'avoir fait cette interview avec toi. À très bientôt. Et voilà les amis, c'en est fini de cette interview avec Yuli, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, bien entendu, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner si c'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne. Salut les amis!